Bonjour à tous, merci de vous être inscrits et de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'électrification de sa flotte de véhicules et notamment comment réussir à électrifier sa flotte de véhicules. Donc, on a la chance aujourd'hui d'être entouré de trois experts sur le sujet. Donc, Antoine Delbecq, qui est le PDG d'Andynamic, François-Xavier Duguet et Giovanni Osorio de Nomad. Antoine, je vous laisse vous présenter Andynamic. Très bien, bonjour à tous. Donc voilà, Antoine Delbecq, donc je suis co-dirigeant de la société Andynamic, qui a 17 ans, qui est historiquement implantée dans le nord de la France, mais on livre des clients partout en France. Et notre métier, c'est de vendre et louer des voitures ou des minibus accessibles aux personnes à mobilité réduite, qui se déplacent surtout en fauteuil roulant. Voilà, donc on adresse tout type de clients, particuliers et professionnels. Et donc, évidemment, on est confronté aux nouvelles problématiques de mobilité et donc à l'électrification de la flotte de véhicules. Merci Antoine. François-Xavier, je vous laisse vous présenter également, puis présenter la scope Titi Fleury. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis François-Xavier Duguet, je suis un des dirigeants de la SCOP Titi Floris. Et donc moi, j'ai en charge toute la gestion des véhicules. Donc Titi Floris, c'est une entreprise de transport de personnes, particulièrement les personnes en situation de handicap. Nous sommes donc historiquement sur l'ouest de la France, nous. Le siège est à Nantes, mais nous rayonnons sur l'ensemble de la partie Grand Ouest de la France. Si schématiquement on coupe la France en deux, on est très présent sur la partie de gauche. Et depuis 2 ans, nous avons une bonne présence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes également. Nous comptons plus de 2000 salariés, presque 2300 salariés, et puis un parc de véhicules de 2700 véhicules. Donc, ce sont des véhicules de 5 à 9 places, dont 350 environ sont adaptés pour le transport de personnes en fauteuil roulant. Et la particularité, c'est que nous sommes propriétaires de l'ensemble de nos véhicules. Donc, nous avons une gestion de la flotte véhicule internalisée. Dans ce sens, nous exerçons cette activité de transport de personnes majoritairement, mais nous avons aussi développé des activités de location et de revente de véhicules d'occasion. Donc, nous essayons d'avoir une meilleure anticipation possible et une meilleure connaissance possible de toute cette transition énergétique là qui se présente à nous avec l'électrification et le déploiement de véhicules électriques dans notre parc. Bonjour à tous, moi c'est Giovanni Osorio. Et donc nous, on travaille en tant que projet scientifique depuis 7 ans dans l'optimisation des transports pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, notamment concentré sur l'optimisation des circuits de ramassage pour les établissements médico-sociaux. Donc en gros, c'était à la base un projet scientifique qui a été financé par la région Auvergne et Rhône-Alpes. Et il y en avait pas mal d'établissements dans les médico-sociaux qui avaient manifesté une augmentation des coûts de transport qui aujourd'hui représente le deuxième poste de dépenses des établissements médico-sociaux. Et du coup, ils ont fait appel à la région pour financer un projet scientifique qui pouvait proposer des outils, des algorithmes d'optimisation pour réduire au maximum les coûts dans les circuits de ramassage des établissements médico-sociaux. Donc, moi, je suis cofondateur et on travaille depuis 7 ans sur ce projet-là en partenariat avec l'INSA de Lyon. Et c'est bon. Merci Giovanni. Et on aura une deuxième personne de chez Nomad qui interviendra dans le webinaire qui est Timothée et qui est chargé de R&D chez Nomad. Avant d'attaquer dans la stratégie de verdissement et sur l'amortissement et la rentabilité des véhicules électriques, on va juste très brièvement passer sur les enjeux environnementaux et le contexte aussi légal qui pousse de plus en plus d'établissements et de transporteurs à s'équiper en véhicules électriques. Je vais passer rapidement sur les enjeux environnementaux parce que je pense que tout le monde aujourd'hui est au courant dans l'actualité du réchauffement climatique et également de l'impact du transport dans la pollution de l'air et la pollution sonore qui génèrent énormément de décès, de cancers ces dernières années. Sur le contexte légal, la loi un peu clé, c'est la loi d'orientation des mobilités qu'on appellera la loi LOM dans le document pour la suite.
qui fixe pour objectif d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs et occasion à partir de 2040. C'est possible, mais reste encore à confirmer que l'Union européenne accélère cette interdiction des véhicules thermiques à 2035, mais aujourd'hui, le projet n'est toujours pas encore abouti. La loi LOM aussi, elle est importante puisqu'elle force les établissements, elle force en tout cas, les établissements et transporteurs à renouveler leur flotte de véhicules, à s'équiper en partie de véhicules électriques. Antoine, je parle sous ta gouverne, mais il me semble que pour tous les parcs supérieurs à 20 véhicules, il y a un pourcentage maintenant de véhicules divers à avoir dans sa flotte, c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. La loi LOM, elle va se déployer petit à petit dans les mois et années qui viennent et va imposer à toutes les structures privées ou publiques d'avoir une part grandissante de véhicules dits propres dans le renouvellement des parcs. Et donc, ça impose dès maintenant, hein, dès 2024, pour toutes les personnes qui achètent beaucoup de véhicules pour une activité professionnelle, d'inclure déjà des véhicules électriques notamment, pour respecter cette loi. Et donc voilà, ça démarre déjà maintenant. Et la loi LOM aussi a un impact aussi assez important pour un bon nombre d'agglomérations, dont la métropole de Lyon, dont on présentera le cas tout à l'heure, ainsi que la métropole de Nantes, dont François-Xavier pourra parler. Également, puisqu'elle instaure les ZFE, donc les zones à faible émission, où ce sont des zones où où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte. Sur le cas de la métropole de Lyon, qui est une ZFE assez avancée, on constate que dès cette année, dès le 1er janvier 2024, seuls les véhicules électriques ou vignettes 1, 2, 3 ont le droit de circuler dans le centre de Lyon et sur des axes autoroutiers de la métropole de Lyon. François-Xavier, tu veux ajouter quelque chose sur la métropole de Nantes et l'impact que ça a pour vous en tant que transporteur et également sur Lyon? Oui, c'est juste une précision hein, plutôt par rapport à Nantes, hein, puisque Nantes n'est actuellement pas concernée pour l'instant pour les ZFE. C'est prévu l'année prochaine, en 2025, et ce sera sur le critère 5, donc le moins contraignant de tous les critères. Donc on constate hein, cette disparité de niveau critères ZFE selon les villes et les agglomérations. Donc, la particularité, nous, c'est qu'on est nantais d'origine et le siège est à Nantes. On a plus de services sur cette ville-là, certes, mais on est très présent dans beaucoup d'autres villes. Donc, on voit cette disparité-là, Lyon notamment, et Rennes, Grenoble. Donc, on se doit d'être très attentif à ces niveaux de critères pour nos véhicules, en effet, ces contraintes-là. Merci François-Xavier. On va maintenant passer un peu au cœur du webinaire qui est la stratégie de verdissement, comment s'y prendre et surtout une question que beaucoup se posent, je pense, ça va être sur la rentabilité des véhicules, à savoir est-il plus rentable de rouler électrique qu'au thermique et éventuellement les craintes que beaucoup peuvent avoir sur l'équipement, les bornes, les temps de charge, l'autonomie des véhicules. Donc on va essayer de répondre avec le plus de précision possible sur ces sujets. Pareil pour les personnes qui sont arrivées avant que je le précise, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dès maintenant dans le chat, et puis on pourra y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin du webinaire en fonction du déroulé. On va passer assez brièvement, puisqu'on va vous présenter un tableau ensuite hein, de rentabilité, et puis surtout, je pense que globalement, c'est votre métier de faire des états des lieux et l'inventaire des parcs existants et des besoins. François-Xavier, toi, en tant que transporteur, comment tu accompagnes les établissements dans les réflexions qu'ils peuvent avoir sur l'état des lieux des parcs, l'étude de leurs besoins et éventuellement, voilà, s'ils ont déjà des questions sur le verdissement, comment vous, avec Titi Floris, vous les accompagnez sur ces sujets? Comment déjà on essaie de les sensibiliser, puisque nombreux n'ont pas forcément encore cette conscience de tout ce qu'on vient d'évoquer et la conséquence sur le secteur de l'automobile. Mais après, voilà, nous, d'un point de vue commercial, on essaie de les accompagner et de proposer des solutions. Voilà, notamment, comme j'ai évoqué en présentation, Titi Floris internalise une gestion de flotte internalisée. Donc, on a cette expertise de l'automobile en interne et cette relation commerciale qui permet de s'impliquer. La gestion de flotte vient s'impliquer dans la relation commerciale avec les établissements pour avoir cette pédagogie-là.
et puis proposer des solutions. Nous, on peut proposer des solutions d'accompagnement pour équiper de solutions IRVE aux établissements. Et puis nous, en tant que transporteurs, on apporte des solutions avec de l'équipement de solutions au domicile de nos salariés qui effectuent les circuits. On pourra en reparler tout à l'heure, en effet. Est-ce que tu peux juste préciser pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, ce que tu entends par IRVE, l'investissement IRVE? Oui, bien sûr. Alors, IRVE, donc, ce sont les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Donc, ça va de la simple prise au domicile, ou prise connectée, ou borne selon les différentes puissances énergétiques délivrées. Ok. Très clair. Donc là, sur les 3 premiers points, donc globalement, ça va être l'état des lieux, l'étude des besoins et la sélection et le déploiement des équipements. Donc, c'est la partie que vient de couvrir François-Xavier. On reviendra sur la partie sélection des équipements avec Timothée et Giovanni de Nomad sur ces questions. J'aimerais juste faire intervenir Antoine sur un sujet dans la sélection et le déploiement des équipements. C'est sur les bornes et les craintes que peuvent avoir beaucoup sur les bornes et les temps de recharge. Est-ce que toi, tu as des informations que tu aimerais nous partager, Antoine, sur ce sujet? Alors effectivement, la voiture électrique, ça fait surtout peur avec 2 sujets qui sont l'autonomie et la recharge. Nous, ce qu'on observe chez nos clients, c'est que tout le monde ne fait pas déjà des grands trajets quotidiens. Donc, on étudie énormément quelle est la distance qui est parcourue chaque jour. Et ce qui a énormément changé, notamment au cours de l'année 2023, c'est que le déploiement des bornes de recharge publiques a littéralement explosé. On en trouve vraiment quasiment partout désormais, sur les grands axes, mais aussi de plus en plus dans les villes, dans les centres commerciaux, sur les parkings divers et variés. Et donc, la peur de ne pas trouver une prise, finalement, elle ne doit plus exister puisque l'infrastructure publique se met en place. Alors, ça doit pas... il faut quand même prendre en compte le fait qu'avoir une borne dans son centre ou sur son parking, c'est quand même un vrai plus pour faciliter la recharge du quotidien. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui de plus en plus de solutions publiques qui permettent de recharger les véhicules rapidement ou lentement, ça dépend des cas. Mais voilà, il ne faut plus avoir peur du manque de bornes de recharge en France. Ça se déploie encore très rapidement et ça continue. Oui, puis c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais dans la loi LOM, il y a tout un volet sur l'installation de bornes électriques sur des parkings, les parkings neufs, en tout cas, ou en cours de construction, ainsi que sur les parkings, 5% des places de parking doivent maintenant être équipées de bornes électriques. C'est ce qui pousse aussi le déploiement des bornes au niveau national, je pense. Tout à fait. Ouais, si tu peux me permettre de compléter, Guillaume, il y a aussi des solutions qui existent pour faciliter l'itinérance aussi, avec des sites internet ou des applications comme Charge Maps, qui va regrouper une cartographie de toutes les solutions de recharge sur le territoire, avec le type de borne, la puissance énergétique délivrée. D'ailleurs, sont-elles disponibles à l'instant où on est en recherche d'une charge. Et puis l'autre chose aussi, c'est le site internet Automobile Propre, qui propose un simulateur de temps de recharge. Donc, en fonction du modèle de véhicule que vous avez, de la batterie, du niveau de charge restant au moment où vous avez besoin de recharger, il va vous annoncer le temps nécessaire de recharge. Voilà. Merci pour ces précisions et en tout cas, ces deux bons tuyaux. Charge Maps, tu dis, et Automobile Pop, c'est ça? Oui, tout à fait. Charge Maps, c'est la cartographie pour repérer les solutions IRVE, les infrastructures de recharge. Et puis Automobile Propre, c'est un site internet qui référence pas mal de choses, de sujets sur les véhicules électriques, et notamment ils ont mis en place un simulateur de temps de recharge. Ouais. Ok, super. Dans la suite donc, de la stratégie, donc bien entendu, une analyse de marché, mais je pense que ça, tous les transporteurs ou établissements savent le faire, sélection des fournisseurs et ensuite la mise en œuvre. J'imagine que c'est là, vous, François-Xavier ou Antoine, vous accompagnez vraiment aussi des établissements sur comment déployer la stratégie de verdissement, la mise en place des bornes, les véhicules, etc. Tout à fait. Non, nous, notre métier, c'est effectivement de conseiller les clients en fonction de leurs contraintes quotidiennes.
en analysant les temps de parcours, les trajets exceptionnels aussi qui sont faits de temps en temps, pour voir si un véhicule électrique peut convenir et sera adapté aux contraintes qui nous sont exprimées. On va maintenant passer à la troisième partie qui reprend un petit peu finalement cette stratégie qui était très théorique sur l'optimisation de transport et le choix des véhicules et des équipements. Donc bien entendu, il y a des tas de critères déterminants dans le choix, notamment la puissance pour les bornes, la puissance de charge, le type de prise, etc. Nous, on va plutôt présenter le volet véhicule et surtout ce qu'on a essayé de modéliser et de comprendre, c'est à partir de la rentabilité et l'amortissement des véhicules électriques et comment optimiser sa flotte de véhicules et optimiser son transport. Donc pour cela, je vais laisser la parole à Giovanni, qui est donc le cofondateur de Nomad, et Timothée, qui est chargé de R&D chez Nomad, et qui vont prendre le lead sur ces slides. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc nous, ce que je vais vous présenter ici, c'est un cas concret. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir pour organiser le transport, le ramassage d'un institut médico-éducatif situé en Loire-Atlantique, de voir si avoir une flotte 100% thermique était plus avantageuse qu'avoir une flotte 100% électrique. Et ensuite, on a testé un scénario où on va mixer des véhicules électriques et des véhicules thermiques. Donc cet établissement, il accueille 71 usagers. Et avant optimisation, donc avant d'optimiser les tournées de ramassage, on avait 12 tournées avec 12 véhicules. Et ça correspond donc dans le tableau au scénario numéro 1. Et donc c'est à partir de ce scénario de base que l'on va calculer les gains en termes économiques, mais également la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc maintenant, j'attire votre attention sur la deuxième ligne du tableau, donc le scénario numéro 2. Ici, nous avons juste gardé le parc de véhicules, qui était un parc 100% thermique, et nous avons fait une optimisation, et on obtient donc un gain annuel de 8,25%. Donc, qu'est-ce qui est compris dans ce coût? Il y a le coût de l'amortissement des véhicules, il y a le coût fixe horaire du véhicule, qui correspond au salaire des chauffeurs. Et on a également un coût au kilomètre qui correspond à la consommation du véhicule. Donc voilà, nous avons fait une première optimisation où on passe de 12 à 10 tournées. Et ensuite, on se pose la question suivante, est-ce que ça vaut le coup d'électrifier son parc automobile? Et donc là, nous sommes au scénario numéro 3 et on va remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Et là, déjà, on peut lever une crainte à l'usage. Ce qu'on peut voir, c'est que utiliser un parc 100% électrique, ça permet une réduction, ça permet un gain de 8,75%, qui est un peu plus élevé que le gain en n'utilisant que des véhicules thermiques. Donc, à l'usage, utiliser une flotte 100% électrique, ça revient moins cher que utiliser une flotte 100% thermique. Et un gros avantage de ça, c'est qu'au niveau des émissions de gaz à effet de serre, du coup, à l'usage, on passe à 0 kg de CO2 émis. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir qu'avec une flotte 100% électrique. Bien évidemment, on a conscience que changer entièrement une flotte de véhicules, ça peut être difficile. Et donc, on s'est également posé la question, est-ce que un scénario où on va mixer des véhicules thermiques avec des véhicules électriques va donner de bons résultats? Et donc ça, c'est le scénario numéro 4, donc la dernière ligne du tableau. Dans ce scénario, l'optimisation nous a donné un scénario avec 6 véhicules thermiques et 4 véhicules électriques. Et en fait, c'est ce scénario qui permet de faire les meilleurs gains. Donc là, on va être sur des gains de 9,5%, et ce qui est donc une économie annuelle d'environ 30 000 €. Donc bien évidemment, au niveau des émissions, on n'est pas aussi bon que sur un scénario 100% électrique, mais on arrive quand même à réduire les émissions de plus de moitié, donc ce qui est plutôt bénéfique. Donc voilà, sur l'usage, on se rend compte qu'avoir une flotte de véhicules qui est à la fois avec un mix thermique et un mix électrique, c'est l'idéal en termes de gains et un bon compromis au niveau des émissions.
Mais bien évidemment, ça c'est à Excusez-moi, l'usage, mais il Timothée. faut prendre en considération le coût d'achat du véhicule électrique qui est un peu plus élevé. Donc j'attire votre regard sur la partie gauche de la slide. Donc de manière générale, ce qu'on a pu constater, c'est que pour un véhicule thermique, on va avoir un coût d'achat un peu moins élevé en tendance, mais un coût au kilomètre au niveau du carburant qui est plus élevé, donc environ 3 fois plus cher pour le véhicule thermique. Également, au niveau de l'entretien et de l'assurance, les véhicules thermiques reviennent plus chers car les moteurs thermiques, tout simplement, sont plus difficiles à entretenir et donc c'est pour ça que ça revient plus cher. Et bien évidemment, au niveau des prix, les véhicules thermiques sont plutôt en hausse, c'est ce qu'on a pu constater sur les dernières années. Par contre, le véhicule électrique, comme c'est la recherche et la commercialisation des véhicules électriques s'accélère, nous avons plutôt une tendance à la baisse. Et donc maintenant, j'attire votre regard sur la partie droite de la slide. Donc ici, nous avons cherché à savoir au bout de combien d'années un véhicule électrique devient rentable. Et ici, nous avons comparé un Renault Master, donc avec un véhicule thermique, avec un véhicule électrique qui est le Ford e-Transit. Donc ces véhicules, dans les scénarios que je vous ai montrés, ce sont des véhicules qui sont proposés par Endynamic. Et donc voilà, nous sommes intéressés spécifiquement à leur véhicule. Donc ce que l'on peut voir sur le graphique, donc nous avons en abscisse le nombre d'années et en ordonnée le coût. Donc c'est qu'à l'achat, le Ford e-Transit est plus cher que le Renault Master. Cependant, très rapidement, à l'usage, le Ford e-Transit va nous coûter moins cher que le Renault Master. Et donc, avant 4 ans, entre 3 et 4 ans, on va avoir les coûts qui se croisent. Et donc, à partir de 3,5 années d'utilisation, vous allez économiser de l'argent en prenant le Ford e-Transit. Cependant, donc là, c'est un exemple de comparaison de véhicules. Cependant, ça dépend des véhicules que l'on compare et il n'y a pas de généralité. Donc, par exemple, sur le graphique de gauche, on va avoir un véhicule électrique qui est dès le départ est moins cher que le véhicule thermique. Donc, la courbe du véhicule électrique est inférieure à la courbe du véhicule thermique. Et après, on va avoir des cas où la rentabilité arrive plus tardivement. Donc là, c'est la courbe de droite. Et donc là, pour la comparaison Ford Transit et Ford e-Transit, on va obtenir une rentabilité aux alentours de 8 années d'utilisation. Donc, ce qui arrive plus tardivement. Et donc voilà, pour chacun des véhicules, il faut faire des comparaisons pour savoir à partir de quand un véhicule électrique devient rentable. Et à présent, je vais laisser la parole à Giovanni. Nous, on a pris une approche qui c'est assez pragmatique pour faire ces calculs qu'a effectué Timothée. En fait, les scénarios sur lesquels on a travaillé sont les scénarios purement thermiques, les scénarios électriques et les scénarios mixtes. Donc, on commence par les scénarios purement techniques. Et par rapport à ces scénarios techniques, on a utilisé un IME standard. Donc, c'est un IME qui est un peu rural, un peu urbain, et pour lesquels on doit transporter 71 usagers tout autour de la semaine. Donc, la première chose qu'on a configuré, c'est par rapport au temps maximal de trajet que toutes les personnes doivent passer. Donc, on va essayer de garder la même qualité de service pour tous les scénarios thermiques, les scénarios électriques et les scénarios hybrides. Donc, là, par exemple, c'est un établissement standard, 71 personnes, qui a un certain critère de qualité. C'est quoi les critères de qualité? Ils sont dit, par rapport au transport direct de la personne, nous, on ne peut pas se permettre de dépasser un certain temps maximal de trajet. Donc là, la première chose, c'est que toutes les personnes qui sont à moins de 5 minutes, ils ne peuvent pas passer plus de 15 minutes dans la voiture pour proposer une optimisation collective. Et toutes les personnes qui sont à plus de 5 minutes, ils ne peuvent pas passer 35 minutes. Et toutes les personnes qui sont à plus de 10 minutes, par exemple, ils ne peuvent pas passer 45 minutes sur les transports collectifs. Donc là, on va définir les mêmes critères de qualité pour tous les scénarios. Après, je vais vous montrer directement ici sur la fiche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a listé toutes les voitures possibles qu'on peut potentiellement utiliser pour effectuer cette tournée de ramassage. Donc là, on a utilisé la base de données en dynamique avec toutes les voitures. Donc, comme Timothée il avait dit, si on vient ici sur une voiture, on a bien un coût par jour, c'est l'amortissement de la voiture sur 5 ans, un coût par heure, c'est les salaires bruts chargés du chauffeur, et un coût par kilomètre d'une voiture thermique et électrique.
Ok. Si on revient ici à la liste, on a les 71 personnes à transporter, on a toutes les voitures potentielles qui peuvent effectuer la tournée. Il y a des spécificités pour chaque usager, après c'est usager par usager, des temps maximal de trajet, il y a des problèmes de mixité, il y a des horaires de prise en charge pour la personne. Donc, il y a pas mal de critères qu'on peut spécifier de manière individuelle. Et puis, on vient ici sur les calendriers. Donc, je vais vous montrer le cas actuel, c'est celui-là. C'est un établissement qui aujourd'hui, il va effectuer 12 tournées. Donc, on vient ici sur les 12 tournées. Aujourd'hui, par exemple, on a fait l'étude l'année dernière, c'était un établissement à 12 tournées et voiture thermique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on va garder les mêmes critères de qualité et après, on a fait une optimisation. Donc, là, on passe de 12 tournées à la semaine 9, c'est une semaine optimale. Okay, on peut proposer les mêmes critères de qualité et passer à 10 tournées. Donc, en optimisant le circuit ramassage, on va réduire 12 tournées. Donc, ce qui représente les gains de 8,5 qui a montré Timothée. Par contre, on reste sur les mêmes critères de qualité. Donc, les personnes, on peut transporter les personnes en respectant le temps maximal de trajet et on peut réduire 12 tournées, ce qui permet de faire un gain économique pour les établissements. Donc, ça, c'est le scénario thermique. Donc, là, on va déterminer les coûts qui ont été présentés. C'est comme ça qu'on a déterminé les coûts qui ont été présentés par Timothée. Et après, on a les scénarios, par exemple, purement électriques, dans lesquels on vient ici sur l'optimisation et on dit qu'est-ce qu'il passe-t-il si on fait avec des voitures thermiques. Dans ces cas-là, dans la fiche, on a utilisé seulement des voitures électriques et on a fait une optimisation des circuits de ramassage. Donc, une fois on a fait l'optimisation des circuits de ramassage, si on vient ici sur lundi matin, on peut rester sur les mêmes 10 tournées. Par contre, on passe sur une flotte qui est purement électrique. Et là, par rapport aux coûts hebdomadaires qui ont été constatés, donc on reste sur des 10 tournées. Et en plus, on peut économiser des coûts. Donc, c'est d'une certaine manière, l'optimisation des circuits de ramassage permet de garder la qualité de service, mais en plus, ça peut permettre de faire cette transition écologique, amortir les coûts de la transition écologique. Donc, ça, c'est le deuxième scénario. On garde sur 10 tournées. Et le troisième scénario, c'est un scénario hybride. Donc, ici, on vient ici sur logistique et scénario, sur le webinaire. Mix thermique électrique. Donc là, on a fait un troisième scénario. On a listé des voitures thermiques et des voitures électriques. Et en fonction de ce scénario, c'est l'algo qui va nous proposer sur certaines tournées de voitures électriques, sur certaines tournées de voitures thermiques, en fonction des kilomètres qu'on va parcourir, et qui va nous dire que, par exemple, si on fait une optimisation des circuits de ramassage, on peut rester sur les mêmes 10 tournées. Par contre, on va mixer la flotte qu'on va utiliser entre les voitures thermiques et les voitures électriques. Donc, sur les trois cas, thermique, mix et électrique, avec une optimisation, on peut largement amortir la transition écologique des voitures. Merci Giovanni pour ces précisions. D'ailleurs, Antoine ou François-Xavier, d'un point de vue fournisseur et d'un point de vue transporteur, est-ce que le tableau présenté par Timothée... Alors avant de vous poser la question, il y a eu une question dans le chat auquel on a répondu directement dans le chat. Une personne nous demandait quel était le kilométrage annuel sur lequel on s'était basé pour faire les calculs. Et donc, Timothée s'est basé sur 20 000 km annuels, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. En partant du principe de donc 20 000 km annuels, bien entendu, si le véhicule roule plus de 20 000 km par an, l'amortissement est beaucoup plus rapide. Mais on s'est basé sur une estimation un peu moyenne de ce qu'on constatait nous. Pardon, Antoine, François-Xavier, est-ce que vous voulez ajouter des choses sur ce qu'a présenté Timothée d'un point de vue transporteur ou d'un point de vue fournisseur? C'est très intéressant, c'est parlant. On voit bien que même si les véhicules électriques sont encore relativement chers aujourd'hui, le coût d'utilisation est tellement réduit par rapport au thermique qu'au bout d'un moment, plus ou moins long, finalement, on arrive à un coût équivalent. Et puis, plus on garde le véhicule longtemps, plus c'est intéressant en termes financiers. En termes écologiques, il n'y a pas photo. Alors, je précise, alors moi, je suis un fervent partisan de la voiture électrique, mais la voiture électrique, ce n'est pas une voiture propre, c'est une voiture plus propre que la voiture thermique. C'est bien important de comprendre ça, mais l'impact est vraiment énorme, puisque quand on brûle du carburant, on rejette énormément de polluants dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas quand on consomme des électrons.
Je rajouterais aussi que y a dans l'inconscient collectif, l'électrique, c'est pas pour les gros rouleurs. Et en fait, on voit bien que dans l'utilisation professionnelle, alors bien sûr, il y a des contraintes de recharge et d'autonomie du véhicule, mais finalement, plus on roule, plus l'électrique devient intéressant. Il y a plusieurs titres. D'un point de vue financier, d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue confort aussi des utilisateurs. Un véhicule électrique, en roulant, ça fait beaucoup moins de bruit, c'est beaucoup plus agréable. Sur les minibus notamment, ils ont beaucoup plus de reprises, donc l'insertion dans la circulation est facilitée. Donc voilà, il y a d'autres avantages que l'écologie et la rentabilité à moyen terme. François-Xavier, est-ce que tu souhaites compléter les propos d'Antoine d'un point de vue transporteur sur l'électrique? Vous, il me semble que vous avez déjà intégré un peu d'électrique à votre flotte. Est-ce que vous constatez voilà, des changements qui vont un peu dans le sens de ce que pointait Timothée, ou même d'un point de vue confort pour les usagers dans les véhicules? Bah, tout à fait. En fait, je rejoins les deux points qui ont été soulevés, à la fois par Timothée sur la rentabilité, mais également le complément apporté par Antoine sur le confort, c'est non négligeable. Aujourd'hui, Titi Fleury, sur les 2700 véhicules qu'on a en parc, on a plus de 200 qui sont de véhicules électriques. Donc, on commence à maîtriser. Et puis, le plan d'investissement pour 2024 déjà engagé dépasse largement le pourcentage imposé par la loi LOM sur les achats déjà en cours. Donc, on avance assez vite. Et si on avance à ce rythme-là, c'est que justement, la question de la rentabilité et du confort, on est tout à fait en phase avec ce qui vient d'être évoqué. On a presque une centaine de minibus électriques, pour rejoindre ce que disait Antoine. C'est un vrai confort aussi de conduite. Des véhicules qui sont du coup équipés de boîtes automatiques aussi, c'est pas négligeable pour le confort de nos salariés. Donc oui, ça fait une tarde à ce que surtout les solutions de recharge qui doivent être déployées plus rapidement et de manière plus efficace aussi en termes de recharge. Mais au regard de notre métier de transporteur, oui, le véhicule il doit rouler. Il faut que le véhicule roule. C'est le cas dans le cadre de notre activité. On essaie d'optimiser le temps de roulage systématiquement. C'est pour ça aussi qu'on les loue, nos véhicules. Mais si les solutions de recharge sont là, je ne doute pas qu'on continuera à déployer progressivement les véhicules électriques dans notre parc, en effet. Ouais. Et au-delà de ce qui est préconisé ou ce qui est imposé par les réglementations. Merci François-Xavier pour ce que tu viens d'ajouter. C'est vrai qu'on aborde peu le sujet des bornes électriques dans le webinaire, mais en tout cas, la tendance va plutôt vers une accélération et du déploiement et aussi des temps de charge des bornes, et en même temps aussi, je crois, une augmentation de l'autonomie des véhicules. Je parle encore une fois sur votre gouverne, mais je crois qu'il y a des gros efforts faits sur les batteries, en tout cas des véhicules. Ouais, Avant de tout à fait. passer à la Après, c'est l'accompagnement qui est nécessaire. C'est-à-dire que on est donc dans une transition énergétique. Donc, au-delà de l'appropriation qu'on doit faire de ce nouveau techniquement, en fait, voilà, et en termes de coût, il y a tout l'accompagnement des utilisateurs qui est extrêmement important. Et nous, on insiste vraiment là-dessus chez Titi Floris. Et donc, c'est un métier, de la conduite. Il faut en avoir conscience et du coup, ça se professionnalise et du coup, il faut aussi accompagner les utilisateurs. On va arriver à la dernière partie avant la conclusion sur la partie aide et avantages. Voilà, globalement, il y a plusieurs types d'aides qui existent, où il y a beaucoup d'informations en ligne sur ces sujets, notamment le bonus écologique, la prime à la conversion. Pour les personnes qui ont des établissements ou qui sont transporteurs dans les métropoles ou agglomérations ZFE, il y a aussi des surprimes ZFE qui existent. On n'a pas indiqué le montant parce que le montant varie en fonction des collectivités, puisque c'est des collectivités qui sont compétentes sur les ZFE. Il y a aussi des subventions pour l'installation de bornes de recharge. Est-ce que, François-Xavier, tu vas ajouter quelque chose sur les aides et les avantages, ou même toi, Antoine, sur ce sujet? Nous, de notre côté, effectivement, on a mis en avant le dispositif à venir pour l'aide à l'équipement de
solutions de recharge à nos agences, donc sur nos sites. Après, ça c'est pour les infrastructures de recharge. Au domicile de nos salariés, c'est un choix de la part de Titi Floris de faire une participation à l'aide à l'équipement au domicile de nos salariés. Voilà. Donc voilà, c'est propre aux décisions internes de Titi Floris. Et puis quant au véhicule, bah oui, forcément l'avantage qu'il y a ou l'aide qu'il y a, c'est sur le bonus écologique. Mais voilà, au-delà de ces deux avantages-là, nous on n'a pas d'autres subventions ou autres aides à devenir pour les dispositifs de recharge, les solutions de recharge et le bonus écologique gouvernemental, voilà, à l'achat des véhicules électriques. On a eu une question qui est très intéressante dans le chat. Alors, on y répond aussi en même temps dans le chat, mais j'ai envie de la poser haute voix sur la question de l'occasion pour les véhicules électriques. Parce en préparant la réunion, on a abordé le sujet avec Antoine, donc c'est pour ça que je me permets de poser la question haute voix. Antoine, sur l'occasion d'électrique, voilà, est-ce que tu as la question, pour être exact, c'est notre association n'achète que des véhicules d'occasion. Avez-vous des retours sur cette possibilité d'achat et de reste en autonomie? Alors, c'est une excellente question. Donc, des véhicules d'occasion électrique, il commence à y en avoir sur le marché, surtout des véhicules particuliers. Des véhicules aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite électrique, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont en train de rouler en ce moment, donc il y a évidemment très très peu d'occasions. Mais ça va arriver dans les mois et années qui viennent, ça c'est sûr. Ce qu'il faut bien comprendre en termes de vieillissement de la batterie, c'est que les véhicules modernes ont effectivement une perte d'autonomie au fur et à mesure de l'âge du véhicule. Et cette perte, elle est relativement faible. Voilà, vous observez bien sur vos smartphones, vos ordinateurs, qu'au bout d'un certain temps, la batterie tient moins longtemps. Donc c'est pareil pour une voiture. La grosse différence, c'est que les véhicules ont un système de gestion thermique de la batterie qui va permettre de préserver la durée de vie des cellules. C'est très technique, hein, je ne vais pas aller dans le détail. Mais on observe en tout cas sur le marché qu'un véhicule électrique, il va perdre globalement entre 10 et 15% de son autonomie au bout de 7, 8, 10 ans. Alors ça dépend aussi de l'utilisation, mais finalement la perte d'autonomie sur les véhicules d'occasion, elle existe, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais elle est plus faible que ce qu'on imaginait il y a encore quelques années. Ok, merci Antoine pour ces précisions. C'est ce que tu avais précisé lors de la préparation. C'est pour ça. François-Xavier, tu voulais ajouter quelque chose ? Sur ce sujet, donc, je l'évoquais dans la présentation de Titi Floris, nous sommes propriétaires de notre parc de véhicules, donc on va les revendre. On a une activité de revente de véhicules d'occasion, donc à savoir qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, on a commencé à revendre nos premiers véhicules électriques d'occasion. Bon, c'était surtout des berlines 5 places, mais on avait aussi des Nissan e-Evalia aménagés PMR, un fauteuil. Voilà, et donc on les revend au bout de 6-7 ans. Et donc à la revente, on fait faire des tests et des certifications de la part du constructeur, en l'occurrence Nissan, sur la viabilité de la batterie. Et voilà, à 7 ans de revente, il n'y a aucun souci de perte d'énergie, enfin de puissance de la batterie, quoi. Voilà. Merci François-Xavier pour ces précisions. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question de l'occasion parce que pour être transparent, j'avais posé la question à Antoine et François-Xavier et on s'était dit que comme c'était des véhicules récents, effectivement, il y a encore trop peu d'occasions pour que ce soit un vrai sujet. Mais effectivement, c'est une question qui se mérite d'être posée puisque beaucoup achètent de l'occasion et il n'y a pas de… Et c'est vrai que voilà. Mais en tout cas, oui, merci pour ces précisions sur le sujet, effectivement, était important. Et puis pour clôturer un petit peu le webinaire, après on pourra continuer la séance de questions-réponses s'il y a des questions. Un mot très rapide sur les perspectives électriques, et puis Antoine précisera un petit peu sur tout ce qui est GNV, hydrogène, etc. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un secteur qui évolue très très rapidement et qui est très mouvant. Au-delà des incitations de l'État à verdir ses flottes, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, globalement, ce qu'on observe, c'est l'évolution technologique. Les bornes vont charger plus vite, l'autonomie des voitures va certainement aussi évoluer. On va pouvoir avoir des véhicules plus lourds aussi, de type poids lourds, etc., qui seront à terme aussi électriques. Enfin, ça va se démocratiser.
Le prix des véhicules électriques est amené à baisser. On estime que d'ici 7 ans, ça aura été divisé quasiment de 50%. C'est lié au fait qu'il y a de plus en plus de demandes et puis que la production, les coûts de production diminuent. Et puis surtout, ce qu'on mentionnait en ouverture de la conférence, l'État, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, et puis très certainement c'est une tendance mondiale, en tout cas dans les pays développés, d'interdire les véhicules carbone, à énergie carbone dans ces zones, pour les raisons qu'on évoquait, de pollution de l'air, pollution sonore. Et du coup, voilà, il y a une échéance à 2040 en France et peut-être, si le projet est validé au niveau de l'Europe, d'ici à 2035. Antoine, je te laisse la main pour parler de GNV, hydrogène, voilà, d'autres alternatives à l'électrique qui existent. Alors, ce qui est à peu près sûr sur le marché, c'est ce qu'on observe, c'est que les constructeurs automobiles et les gouvernements ont fait le choix de l'électrique, de privilégier leurs efforts sur cette technologie. Néanmoins, on sait que, comme dans toute grande transition, il y a des alternatives qui se mettent en place. Aujourd'hui, on parle, surtout en France, on parle d'hydrogène, qui peut-être sera une solution à côté de l'électrique. Alors, la grosse difficulté de l'hydrogène, c'est plutôt sa distribution, qui n'est pas du tout organisée en France aujourd'hui. Il y a aussi des carburants de synthèse qui sont développés, issus de l'agriculture. Mais bon, quid de l'espace réservé à l'alimentation, confronté à l'espace réservé au carburant. On parle aussi de gaz naturel de ville, le GNV. Ça existe sur quelques véhicules aujourd'hui. Donc voilà, peut-être que dans 20, 30 ans, ça sera une autre technologie qui prendra le pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le thermique avec le pétrole, comme on le connaît aujourd'hui depuis 100 ans, ça va disparaître. Et je pense que c'est pas plus mal pour notre planète. Merci Antoine. François-Xavier, tu vas ajouter quelque chose d'un point de vue perspective, toi, d'un côté transporteur, tu as déjà précisé beaucoup de choses, mais est-ce que tu voudrais ajouter des choses? Est-ce que vous faites que l'électrique? Enfin, vous faites du thermique, c'est sûr. Est-ce que vous équipez en électrique? Est-ce que vous commencez à regarder aussi tout ce qui est hydrogène, GNV, les carburants de synthèse dont parlait Antoine? Ouais, on a pas mal intégré l'hybride du coup aussi. Voilà, mais après, c'est en dehors du champ de la loi L'Homme. Mais effectivement, pour toutes les solutions alternatives d'énergie alternative, on reste très attentif. Alors, c'est surtout l'hydrogène, voilà, mais il n'existe pas encore de solution sur le marché hydrogène en VP, en véhicule particulier. Donc, c'est que sur les utilitaires. Puis, il n'y a pas encore de modèle économique en place, donc c'est extrêmement compliqué. Donc, on reste très attentif, on prospecte, on teste, on découvre, mais voilà, c'est encore très prématuré pour déployer ça en parc. Ouais. Merci François-Xavier pour ces précisions qui finalement ouvrent un petit peu le champ du webinaire à des sujets qu'on n'a pas évoqués. Malheureusement, on n'avait que 45 minutes devant nous et on a débordé un petit peu. Donc, on ne pouvait pas aborder tous les types de carburants, malheureusement. On arrive à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Dans le chat, on y répond. Ou sinon, si vous avez des questions qui viennent un peu plus tard ou besoin de précision, n'hésitez pas à vous contacter directement en Dynamique, Titi Floris ou même Nomade. On y répondra avec beaucoup de plaisir. On mettra en ligne le replay du webinaire. Je l'enverrai à tous les inscrits, qu'on diffusera bien entendu aussi sur nos réseaux, ainsi qu'un article qui reprendra un petit peu et la présentation slide qu'on a présentée, ainsi que ce que chacun a présenté aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez repartir avec du webinaire avec un livrable et quelque chose pour éventuellement vous guider. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas à contacter en Dynamique ou Titi Floris ou Nomade pour vous accompagner sur ces sujets. S'il y a des questions, on peut y répondre. Sinon, on arrive à la fin des 50 minutes. C'était 45, mais 50 minutes. Il y a une question de Amandine Bess à laquelle on n'a pas répondu. Ah, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Qui était plus important, la durée de vie d'un véhicule électrique. Oui. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu cette question de Madame Amandine Bess qui nous pose la question de la durée de vie d'un véhicule électrique. Et est-ce qu'il est plus important qu'un véhicule thermique? Alors, nous, ce qu'on peut observer, c'est que
un véhicule électrique, en termes de motorisation, c'est beaucoup plus simple qu'un véhicule thermique. Donc la fiabilité des pièces du mouvement qui mettent en mouvement le véhicule, elle est vraiment bien plus importante sur un véhicule électrique. Qui ne change pas, c'est l'usure des pneus, par exemple, ou des roulements, des choses comme ça. Par contre, sur les freins, il faut savoir qu'un véhicule électrique, il a un frein moteur très important. Donc finalement, on utilise rarement les freins mécaniques. Donc on fait des économies de plaquettes de frein et de disques. Et donc un véhicule électrique qui est bien entretenu, qui est lavé régulièrement pour pas qu'il y ait de problème sur la carrosserie, il peut durer très longtemps en fait. Voilà, c'est des technologies très fiables. La batterie va perdre un petit peu d'autonomie au fur et à mesure du vieillissement, mais pas tant que ça. Et au final, on peut garder un véhicule longtemps sans avoir de problème. On a eu aussi une question sur... alors, on a deux questions. On a eu une question sur pourquoi ne pas avoir projeté une évolution de prix de l'électricité et du carburant dans votre modélisation. Le pourquoi, c'est qu'en fait, c'était compliqué de trouver... Il y avait beaucoup de sources un peu différentes et des prix... voilà, il y avait beaucoup de delta entre les prix. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir des prix un peu fixes sur la modélisation. Bien entendu, on ne prédit pas l'avenir, donc on ne peut pas savoir si les prix du carburant carbone type essence va beaucoup augmenter, si l'électricité va beaucoup augmenter. Ça dépend aussi des politiques publiques, de l'investissement public dans la production d'énergie. Et ça, malheureusement, on ne trouvait pas de data très fiable sur le sujet. Et il y a une question de longtemps. Je ne sais pas à quoi la question de longtemps pour l'interrogation fait référence. Donc, je ne sais pas. Est-ce que, si la personne qui a posé la question longtemps peut préciser ce qu'elle entend par longtemps pour l'interrogation? Ah, sur la durée de vie des véhicules, ok. Donc, longtemps, c'était vous voulez un chiffre exact, c'est ça, peut-être? Il n'y a pas de chiffre exact, c'est compliqué de répondre à cette question, mais aujourd'hui, les statistiques montrent qu'une voiture électrique, et en tout cas, l'élément le plus qui se vieillit plus, c'est peut-être la batterie, ça tient facilement 400 à 500 000 km. Faites le comparatif avec un véhicule thermique. Finalement, aujourd'hui, des véhicules thermiques modernes, il n'y en a pas beaucoup qui sont utilisés jusqu'à 400 ou 500 000 km sans avoir d'énormes frais de maintenance de la motorisation. Donc, le gain dans le temps, clairement, il est en faveur de l'électrique. Merci Antoine pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Antoine Delbecq directement via En Dynamique. François-Xavier Duguet, donc de la Scope Titi Floris. Pareil, peut vous répondre directement, j'imagine, par email. Et puis, nous, chez Nomad, que ce soit Timothée, Giovanni ou moi, pareil, vous pouvez nous contacter via le site internet ou via notre page LinkedIn ou par mail, et on répondra pareil à vos questions, et on serait tous ravis, je pense, de vous accompagner sur le verdissement et l'électrification de votre flotte de véhicules. Donc, il me reste à vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire, tous les participants, et puis aussi à nos intervenants que sont François-Xavier, Antoine, Giovanni et Timothée, pour ce webinaire que j'ai trouvé passionnant, en tout cas, à préparer et à écouter. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Merci à tous, et puis bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Donc, voilà. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à tous, au revoir.